Bonsoir à tous. Je vais commencer par excuser Vincent Burgy, notre DGS, qui a beaucoup de mal à se remettre de sa grippe Covid et qui est encore au fond de son lit. Donc c'est Sarah à côté de moi, en tant que responsable des finances, qui est là pour la partie bon suivi du conseil municipal et puis aussi pour tout ce qui est débat d'orientation budgétaire. Donc nous allons commencer cette séance par désigner son secrétaire et je demande à Karine Genois si elle veut bien prendre le secrétariat. Alors je pense que il faut que vous allumiez tous sur le côté parce que ça n'a pas dû être fait. Alors attends, j'éteins le mien. Ça c'est déjà assez, c'est bon. Il ne supporte plus qu'un à la fois. Donc je commence par l'appel. Marie-Hélène Mathieu, Didier Verdillon, Catherine Laforêt, Philippe Descottes, Claude Basset, Virginie Bognard, Marielle Lassalle, Philippe Six, Isabelle Pigeon, Alain Daltier, Jérôme Pierrot, Laurent Sevrez, Isabelle Thomas, Éric Aptel a donné pouvoir à Isabelle Pigeon, Karine Genois, présente, Katia Pantalcogne a donné pouvoir à Alain Daltier, Bertrand Madamour, Sidney Govou. Qu'est-ce qu'on fait? On le met absent? Je mets absent? Il a oublié. Sophie Languillaume a donné pouvoir à Marie-Hélène Mathieu. Amalia Fraioli a donné pouvoir à Virginie Bognard. Justine Josse a donné pouvoir à Claude Basset. Anna Werner a donné pouvoir à Bertrand Madamour. Isabelle Delorme. Gaëlle Estublier. Valérie Guillemant a donné pouvoir à Isabelle Delorme. Laure Velay. Marc Gaglione. Ludovic Bannefrezol. Voilà. Gaëlle Estublier. Il y est deux fois. Ah oui, c'est vrai, je l'ai déjà dit. Oui, il y est deux fois. C'est vrai. Il y est deux fois, il a un pouvoir. Ouais, donc je barre. Hein. Il y a un petit bug. Et Emmanuel François. Ah non, il a donné pouvoir à Marielle Lassalle. Voilà. C'est bon. Merci Karine. Donc nous pouvons commencer par le point 2 qui concerne le compte-rendu des décisions du maire. Il y avait quelques questions de Laure concernant ces décisions du maire, notamment celle qui portait sur le mandat spécial à l'occasion du Salon des maires. Vous nous aviez demandé de vous faire un bref compte-rendu de visite et de ce qu'on avait vu d'intéressant pour Saint-Didier. Donc rapidement, nous étions au Salon des maires le mardi 22 et le mercredi 23 novembre. Nous avons donc à la fois fait et le Salon des maires et le Congrès des maires qui se déroule sur le même site de la Porte de Versailles. On y a vu d'intéressant beaucoup de choses. C'est très dense, il y a beaucoup de stands. On s'est intéressé notamment aux cabines de télémédecine, à la fois pour de la médecine générale, de la gynécologie et de l'ophtalmologie. On a vu des choses intéressantes qui concernaient les logiciels cimetières, la dématérialisation des actes d'urbanisme. On a parlé sobriété énergétique sur le stand de l'EDF. On est allé sur le stand de la Caisse d'épargne qui est une de nos banques pour parler justement débat d'orientation budgétaire. On a vu aussi tout ce qui était sol pour les tennis, puisqu'on va couvrir nos tennis et qu'on va refaire les deux cours. Et puis on a vu aussi des équipements pour la police municipale.
également des jeux d'extérieur qu'on pourrait mettre peut-être à la maison Trévoux, et aussi du mobilier urbain d'extérieur. Et je vais laisser juste la parole à Catherine parce que je sais elle a fait un rendez-vous un petit peu plus particulier pour tout ce qui était exposition culturelle, si tu veux en dire deux mots. Oui, moi en fait j'avais entendu parler d'une entreprise qui s'appelle Art et Territoire et qui propose des packages d'affiches qu'on peut exposer sur les panneaux municipaux, pas, comment dire, électoraux. Donc voilà, c'est un peu des affiches sur l'art contemporain. Donc voilà, on se disait qu'on aurait pu s'inscrire peut-être dans la biennale, enfin à creuser. Donc j'ai pris contact avec eux, j'ai les éléments, et à voir si on s'inscrit là-dedans, par exemple, lors de la biennale d'art contemporain, où on pourrait faire une expo d'affiches. Ils nous envoient, c'est tout prêt, on choisit un peu les œuvres, et après, voilà, par contre, à voir si on met ça sur les panneaux électoraux. Ça s'appelle Art et Territoire. Merci Catherine. Et puis nous avons consacré notre matinée du mercredi à suivre des conférences, notamment deux conférences qui étaient intéressantes, une qui portait sur l'intercommunalité et une autre qui était vers plus de liberté locale. Donc voilà. Et le mardi soir, nous étions sous l'Arc de Triomphe, puisque l'Association des maires de France nous avait proposé le ravivage de la flamme. Donc on a eu cette occasion à laquelle nous avons répondu présent. Voilà pour notre séjour au Congrès et au Salon des maires. Il y avait une autre question qui portait sur le récapitulatif de tous les avenants liés au parking Saint-Charles et leurs motifs. Donc on va vous faire la liste et on va vous adresser l'ensemble des avenants signés. Je suis désolée, j'ai un petit peu de mal ce soir, je suis un peu fatiguée. Voilà, concernant les décisions du maire, vous avez d'autres points sur ces décisions ? Pardon. Bonsoir. Moi, je voudrais savoir si c'est tous les montants qui ont été. Alors, j'ai trois questions. Je veux savoir si tous les montants qui apparaissent là à nouveau dans des augmentations additionnelles sont inclus dans le focus d'OB sur le parking, c'est-à-dire dans les 2 518 605 € TTC, où ce sont des dépenses supplémentaires qui vont renchérir le coût du parking. Ça, c'est la première question. Donc la récapitulatif des avenants demandés en amont, ok. Et en fait, la dernière fois, on a voté sur une théorie de l'imprévision, sur un principe de l'imprévision. Pardon, excuse-moi, Sarah. Mais donc voilà, je voulais savoir pourquoi cette fois-ci, en fait, sur des montants à peu près équivalents, il y avait une autre démarche, c'était une décision du maire, et c'était pas un vote sur des montants qui peuvent être apparentés à de l'imprévision s'il y avait une autre approche. Voilà. Voilà, c'est bon. Alors, pour la première question, les montants étaient inclus dans l'enveloppe. Il n'y a pas de montant surplus. Ça fait partie des imprévus chantiers. Concernant l'indemnité d'imprévision, c'était uniquement par rapport aux tarifs suite à l'Ukraine. Là, c'est des modifications suite, par exemple, au bureau de contrôle qui passe. Ils nous disent, là, vous êtes pas aux normes, il faut vous mettre aux normes. Donc, on fait un avenant pour ajouter ces travaux-là. Donc c'est plus des travaux qui n'étaient pas prévus à l'initial du marché, on est obligé de le passer en avenant. Voilà, mais on n'est pas sur de l'imprévision, là c'est pas pareil. D'autres choses ? Très bien. Alors, nous passons au point 3 qui concerne l'approbation du procès-verbal de la séance du 9 novembre. Ça dit autrement, vous nous avez fait passer énormément de remarques. Et en fait, ce qu'on voulait vous rappeler, c'est que le procès-verbal de la séance, elle synthétise la teneur des discussions au cours de la séance, qui s'entend comme le résumé des opinions qui sont exprimées sur chaque point porté à l'ordre du jour. La mention de l'ensemble des échanges n'est pas imposée, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une transcription mot à mot. De plus,
toutes les séances sont disponibles en intégralité et en vidéo sur les réseaux sociaux qui sont accessibles à tous pour suivre les débats dans leurs moindres mots. Donc l'objectif du PV, elle est d'informer les citoyens sur les principales informations, interventions, idées et opinions évoquées au cours de la séance. Et donc la retranscription permet, le cas échéant, d'éclairer la décision prise par l'Assemblée délibérante. Et donc on ne va pas retenir vos modifications proposées parce que c'était faire du mot à mot, ce qu'on ne fait pas dans une note de synthèse. Alors, en fait, bien sûr qu'on ne va pas vous demander chaque fois de reprendre le mot à mot de tout ce qu'on a pu dire. En fait, quand on reprend des points, c'est que nous sommes vraiment, pour nous, vraiment importants. Ces points-là étaient pour nous importants. On l'a fait jusqu'à maintenant comme ceci, ça se passait bien. Ça fait 2 fois qu'on nous retoque des changements. On est un petit peu surpris. Voilà. Donc, je regrette parce qu'effectivement, les autres points, on n'a pas à les reprendre. Ceci était pour nous important et était pour nous à changer. Et à titre personnel, pardon, moi je refuse la transcription, là en tout cas la synthèse de mes propos en 3 lignes. Et voilà. Donc pour le coup, je vais voter contre si vous ne changez pas votre position. Parce que je trouve que le débat, il était un peu plus large que ça. Et dans mes propos, puisque j'ai retranscrit l'intervention, il y avait un peu plus de fond que les 3 lignes qui ont été retenues. Donc je ne suis pas totalement satisfait de la retranscription si on la laisse telle qu'elle. D'autres remarques ? Bon, alors je vous propose de le mettre au vote. Qui est contre? Donc l'équipe de Saint-Didier autrement. Qui s'abstient? Ludovic Balmefrezol. Merci pour votre vote. Nous passons au point suivant qui est le point 4 et qui concerne le projet de territoire de la conférence territoriale des maires Ouest-Nord, c'est-à-dire notre CTM. Donc il s'agit là du volet 2 du pacte métropolitain. On a une enveloppe globale de 200 millions d'euros qui a été attribuée à la métropole pour l'ensemble des 10 CTM. Donc il y a 3,2 millions d'euros qui ont été attribués à la CTM Ouest-Nord. Nous avions donc la mission d'établir, les 8 communes qui composent cette CTM, un projet de territoire autour des thèmes suivants, donc ceux qui sont listés dans la note de synthèse: revitalisation des centres-bourgs, éducation, mode actif, trame verte et bleue, alimentation, de la production à la lutte contre le gaspillage, le logement, l'accueil, l'hébergement, digne, abordable et de qualité, et le développement économique responsable, l'emploi et l'insertion. On s'est tous mis d'accord et on a choisi à l'unanimité le thème des modes actifs. Pour information, nous sommes la seule CTM à avoir choisi un seul thème, donc à être d'accord sur le projet sur lequel nous voulions travailler. Et on a travaillé sur les modes actifs, notamment les voies cyclables, dans le but de rejoindre à la fois les centres de nos communes ou pour relier les voies lyonnaises. Il y a déjà quelques parties de tronçons qui sont réalisées et on vous a remis sur votre table ce que nous a donné la métropole concernant donc ce projet de territoire. Et le but de ce point qui est à l'ordre du jour, c'est d'émettre un avis favorable à ce projet de territoire, sachant qu'il a déjà été voté en Conseil de la métropole hier ou avant-hier, enfin, le 11 et le 12, donc lundi ou mardi. Donc en fait, je vous demande d'émettre un avis favorable à ce projet de territoire. Et si vous n'avez pas de questions, je vous propose de le mettre au vote. Questions ou remarques? Marc? Ça arrive. Oui, du coup, nous, sur Saint-Didier, c'est tracé Saint-Didier à Champagne. On sait déjà c'est les parcours qu'on échange régulièrement avec Jacques-Philippe Descottes. Enfin, c'est les tracés, entre guillemets, prévus déjà depuis le début. C'est des nouveaux tracés, non? Non, c'est exactement ce que Philippe travaille avec vous en commission, parce que ça a été travaillé par tous les adjoints aux mobilités des 8 communes, et c'est bien le trajet sur lequel vous avez déjà travaillé tous ensemble.
Donc nous, on a deux projets, Champagne-Saint-Didier et Saint-Didier-Saint-Cyr. C'est ça? Oui. Bon, bah, comme ça a été voté hier, bah, c'est bon aussi. Oui. Alors, c'est pas un vote dans le sens pur du terme, hein, c'est d'émettre un avis favorable à ce projet de territoire. Oui, moi j'avais une question. Qu'est-ce qui a fait qu'on a éliminé l'action sociale de ces projets? Et je mets ma question évidemment en rapport avec le déficit de logements sociaux sur la commune, qui doit toucher aussi certaines des autres communes de la CTM. Parce que le but, c'était de faire un projet de territoire qui puisse avoir des connexions de l'une à l'autre de nos communes. Donc là, nous, Saint-Didier, on rejoint Champagne, on rejoint Saint-Cyr, Limonest rejoint Champagne qui rejoint Saint-Didier. Voilà. Donc, voilà. Nous, il nous a semblé intéressant de travailler sur ces modes actifs et de laisser le logement dans chaque commune de manière individuelle et non pas de manière collective. Je vous propose de le mettre au vote. Donc, pour un avis favorable, qui est contre? Qui s'abstient? Ludovic, merci pour votre vote. Et nous pouvons passer au point 5, qui concerne l'avenant numéro 1 au contrat de délégation de services publics de gestion de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse. Et je passe la parole à Virginie Bognard. Bonsoir. Alors, comme vous savez, depuis le 1er janvier 2022, nous avons donc une délégation de services publics pour la petite enfance et l'enfance. C'est la deuxième délégation. Et pour le lot 2, l'avenant concerne uniquement le lot 2. Non, il y a juste une partie qui concerne les deux, puisque nous avons été, au contrôle de conformité, nous ont demandé d'intégrer le pacte républicain, donc qui parle de la laïcité et du fait que la délégation de services publics doit se gérer conformément aux règles sur la laïcité. Donc ça, c'est une partie qui n'aura aucune incidence financière sur les deux lots et qui est intégrée aux deux lots. Le gros de l'avenant concerne le PAC, le lot numéro 2 sur l'enfance et la jeunesse, pardon. Il y a 4 points qui concernent cet avenant. Le tout premier, c'est suite aux décisions qui viennent d'avoir eu lieu, donc sur le changement des horaires de Saint-Fortuna. Comme je vous en avais parlé la dernière fois, pour pouvoir augmenter l'amplitude horaire entre midi et 2, puisqu'aujourd'hui ils n'ont que 1h40 de pause et là ils vont passer à 2 heures de pause, ce qui modifie légèrement les horaires du matin, enfin tous les horaires de l'école, donc le matin à 11h30, à 13h30 et à 16h30, ce qui augmente légèrement le temps du périscolaire. Donc ce premier avenant, voilà, ça concerne le premier point de cet avenant. Le deuxième point de l'avenant concerne le camp jeune, le camp des enfants, parce qu'il y avait dans la précédente DSP un camp pour les jeunes enfants de 8 ans à 11 ans, et dans l'appel d'offres, il a été oublié, on a oublié de faire cette demande, donc ça n'a pas été mis, et beaucoup de parents regrettent énormément. C'était un camp qui avait énormément de succès l'été, donc on a proposé de le remettre pour l'été, pour les 8-11 ans. Il y a déjà 2 camps pour les jeunes, pour les un peu plus grands. Mais là, c'est pour les 8-11 ans. Le troisième point concerne une continuité d'accompagnement des éducateurs pour les enfants, puisque aujourd'hui, on a des contrats permanents et des contrats occasionnels pour les vacances. Les contrats permanents, c'est ceux qui sont là toute la semaine, les mercredis. Et les occasionnels sont là uniquement pendant les vacances, les petites vacances scolaires. Le problème, c'est qu'on a un gros souci de recrutement. Donc, on augmente, avec cet avenant, on augmente la part de permanent pour les petites vacances scolaires, ce qui permet d'avoir une continuité pour les enfants, puisqu'ils connaissent bien tous les animateurs, et ça évite d'avoir des problèmes de recrutement.
La différence, c'est que les salaires ne sont pas du tout les mêmes. Donc ça représente une part importante de cet avenant. Et le dernier point concerne le hub jeune, c'est l'accueil des jeunes le vendredi soir, le mercredi et les vacances scolaires. Ça concerne, donc c'est quelque chose de nouveau qu'on a commencé cette année, et ça concerne les jeunes de 12 à 16 ans. On a eu beaucoup plus de succès que ce qu'on pensait. C'est-à-dire qu'on avait déjà pas mal de jeunes de 12-14 ans, mais on ne pensait pas avoir autant de jeunes de 15-16 ans. Et donc, on aimerait augmenter la capacité d'accueil, parce qu'ils sont 40 le vendredi soir, et qu'on est limité, on aimerait pouvoir augmenter cette capacité d'accueil. L'incidence du montant total sur les 5 ans de la DSP représente un montant de 219 762 €. Ça représente 9%, 9,87% de la DSP. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Donc je vous propose de mettre les termes de l'avenant au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. Passons au point 6, qui est le débat d'orientation budgétaire pour l'année 2023. Et je passe la parole à Philippe Six. Bonsoir. Bien, donc nous allons passer au rapport. Je vais vous commenter le rapport d'orientation budgétaire qui donne lieu à un débat et qui est la première phase avant de discuter du budget. Donc vous avez tous, je pense, le document de 17 pages. Je vous propose de suivre ça d'une façon synthétique, page après page, afin de ne pas être trop long. Donc en page 2, vous voyez le rappel de l'exercice, c'est-à-dire étape obligatoire et préalable au vote du budget dans les communes de plus de 3500 habitants. Il doit se passer moins de 2 mois entre le débat et le vote du budget. Donc nous faisons aujourd'hui le débat. Page 3, nous commençons par le contexte général sur la situation économique et sociale. Alors ce qui est constaté, c'est d'abord un ralentissement de la croissance mondiale dû à une augmentation de l'inflation. Donc vous voyez un premier slide qui reprend à l'échelle européenne une inflation de l'Allemagne, de la France, de l'Italie et de l'Espagne. Et ensuite, plus précisément, l'inflation française par grand secteur d'activité. Alors, les points remarquables, c'est peut-être de voir que l'inflation sur le plan mondial déjà est avant tout causée en raison de la hausse des cours des matières premières. Bon, là-dessus, je ne vais pas insister avec le conflit actuel de l'Ukraine qui a été un facteur d'accélération. Il y avait déjà un phénomène latent, mais ça s'est bien accéléré avec ce conflit. Alors, au niveau de l'Europe, qui est plus affectée que d'autres continents, l'inflation dépasse aujourd'hui les 10%. Si l'Europe est plus affectée que d'autres continents, c'est essentiellement pour un problème énergétique. On peut dire que la crise énergétique est une crise avant tout européenne. Ce n'est pas une crise mondiale. En Amérique, il n'y a pas ce genre de crise. En Asie, beaucoup moins, suivant les pays, mais c'est surtout en Europe, par son déficit d'énergie et de matières premières permettant de pouvoir de l'énergie, que cette crise est avant tout européenne, d'où une inflation assez forte. Néanmoins, vous voyez qu'en France, l'inflation est un peu inférieure au niveau global européen, puisqu'en France, aujourd'hui, on est sur une inflation de l'ordre de 6,5%, alors qu'au niveau européen, on dépasse les 10%. Bon, il y a différentes raisons à ça, je ne vais pas m'appesantir, mais je pense que essentiellement, les mesures qui ont été prises par le gouvernement ont permis de modérer un peu plus l'inflation en France qu'ailleurs. En revanche, ce qui caractérise encore plus la France, c'est la faiblesse sur le marché du travail.
Et ça, c'est un élément qui devient de plus en plus endémique. À savoir que la plupart des entreprises ont de plus en plus de mal à recruter, bien que nous ayons encore un taux de chômage conséquent. Il y a certainement une inadéquation croissante entre l'offre et la demande. Bon, ça, c'est un phénomène mondial, voire européen, mais encore plus spécifiquement français. Là aussi, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, tout le monde le sait. Alors, au niveau de la France, bon, l'inflation aujourd'hui est à peu près de 6,5%, suivant les derniers chiffres qu'on a eus sur novembre. On voit dans le deuxième graphique les secteurs les plus touchés. La baisse du pouvoir d'achat des ménages a été en partie compensée par les mesures gouvernementales. Et donc, c'est ainsi que, pour l'instant, elle n'a pas encore été, l'inflation n'a pas été encore aussi sensible sur tous les produits. Il y a des produits qui sont beaucoup plus sensibles, c'est les produits alimentaires, puisqu'il résulte de l'augmentation des matières premières, par exemple, et aussi les produits énergétiques, mais sachant que l'État a pris des mesures pour limiter la hausse de l'énergie sur 2022 et des promesses sur 2023. Passons maintenant au budget. Donc le budget de la France est toujours en déficit, ça fait 40 ans que ça existe, mais aujourd'hui de plus en plus. D'après le projet de loi de finances de 2023, le déficit devrait être contenu à 5% et s'y stabiliser. On peut noter que le ratio des dépenses publiques poursuivra, moi je ne dirais pas une baisse, mais une stabilisation. On est aujourd'hui à plus de 56% du PIB. Si on considère les ratios les plus couramment admis, à savoir bon, la croissance du PIB en volume pour 2023 a été estimé par les pouvoirs publics à 1%. La croissance du budget serait en légère décroissance, donc à moins 1,5%. Donc là, je suis à la page 6 de votre document. Hein. Le taux de dépenses publiques, je disais, il dépasse les 56%. La dette publique serait contenue à 111% et le solde à moins 5%. Bon, il faut savoir que ça sera un peu plus douloureux en 2023 que ça ne l'était en 2022 ou en 2021 à cause de la hausse des taux d'intérêt. Aujourd'hui, l'organisme qui est chargé d'emprunter pour le compte du gouvernement, France Trésor, va devoir emprunter entre 280 et 300 milliards d'euros. Enfin, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais par rapport au budget, le budget global de l'État, c'est en recettes 451 milliards. Ils vont devoir emprunter 300 milliards. C'est pour vous dire la grandeur du gouffre. Et sauf que pour emprunter, ils ne pourront plus emprunter comme les années précédentes sans intérêt, voire un intérêt négatif. C'est qu'aujourd'hui, France Trésor emprunte à 2,5% entre 5 et 10 ans. Donc le coût des intérêts des remboursements, au lieu de se limiter à 30 milliards comme c'est le cas aujourd'hui, je pense qu'il faut quasiment doubler, enfin les dernières estimations du gouvernement sont de 50 milliards, mais bon, je suis un peu sceptique. Je pense qu'il faudra plutôt doubler le coût des intérêts de remboursement. Ça veut dire que le remboursement des intérêts représentera le premier poste du budget de l'État. C'est le plus gros ministère, quoi. Allez, tu nous fais un cours de politique. Allez. Non, mais c'est intéressant de situer les ordres de grandeur. J'avance. Bien. Alors maintenant, voyons la situation et les orientations budgétaires à Saint-Didier.
Donc vous voyez, section de fonctionnement, d'abord les dépenses. Bon, moi j'avais d'abord les recettes, mais c'est pas grave, on va passer aux dépenses. Ah, voilà les recettes, bien. Alors, l'évolution, donc 2022, 23, 24, 25, 26. Au niveau des couleurs, vous voyez donc la partie la plus importante des recettes, évidemment, c'est la fiscalité. Donc les taxes d'habitation, foncier bâti, foncier non bâti. Le plus gros, c'est effectivement le foncier bâti. Hein. D'autant plus qu'une partie de la taxe d'habitation, le produit a été reporté sur la taxe foncière. Tout ce qui était départemental a été reversé à la commune. D'où l'augmentation de la partie brune, marron que vous voyez sur le graphique. Et après, une certaine stabilisation qui est escomptée en 2024, 25 et 26. Bon, là, ce sont des hypothèses. Hein. On ne peut pas en dire grand-chose. Tout dépendra de l'inflation. Voilà pour les recettes qui sont quand même relativement stables. On peut passer peut-être aux dépenses maintenant. Donc les dépenses, au niveau des couleurs, vous voyez en bas, le marron clair, ce sont les charges de personnel. Donc ces charges de personnel ont évolué légèrement à la hausse entre 2023, enfin on estime qu'elles vont augmenter en 2023 par rapport à 2022. Et ensuite, on a fait l'hypothèse d'une stabilisation. Là aussi, c'est une hypothèse, tout dépendra de l'inflation et donc de l'augmentation éventuelle des salaires. Bon, je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est les prévisions sur 2023. Après, c'est assez hypothétique. Alors, l'augmentation entre 2022 et 2023 s'explique surtout du fait qu'en 2022, on n'a pratiquement pas augmenté la masse salariale par rapport à 2021. Parce que on n'a pas fait les recrutements qu'on escomptait. On est toujours à 5 ou 6 recrutements qui restent à prévoir. Et donc, effectivement, ça a fait des économies, entre guillemets, sur 2022, qu'on espère bien ne plus avoir en 2023, puisqu'il nous manque au moins 5 personnes au niveau des effectifs escomptés. Ensuite, la deuxième couleur, contribution, subvention, indemnité versée. Là, c'est le bleu foncé. Il y a une grosse diminution parce que là, c'est un changement d'affectation. C'est-à-dire que, si je ne me trompe pas, la délégation de service public qui était dans ce cadre-là, on va la reporter dans le cadre bleu clair par souci de cohérence. Là, c'est la trésorerie qui nous a demandé si c'était possible de plutôt l'affecter dans ce cadre-là. Et c'est ce qui va être fait en 2023. Après, vous avez donc le bleu clair, c'est les charges à caractère général, c'est-à-dire la plupart des charges de dépenses hormis le personnel. Bon là, il y a une augmentation qui correspond peu ou prou à l'inflation. Ensuite, vous avez fiscalité reversée en violet. Bon, ben ça c'est ce qu'on reverse à la métropole ou à d'autres ou à l'État à diverses occasions. Et puis enfin, toute petite ligne en rouge, les charges financières. Donc les intérêts des emprunts, vous voyez que c'est très minime. Donc, je pense qu'il n'y a pas lieu de beaucoup commenter là-dessus. On peut peut-être passer... Est-ce qu'il y a un slide pour les charges de personnel? Non. Bon. Oui, alors les charges de personnel, donc j'en parlais, juste un mot pour dire qu'elles restent assez raisonnables dans la commune, puisque nous avons actuellement des charges de personnel qui sont de l'ordre de 34-35%. Même pas, enfin, en 2022, elles étaient à 32%, elles vont monter à 33-34%, ce qui, par rapport aux communes comparables, est tout à fait raisonnable. Bon, pour être plus cohérent, je dirais qu'il faudrait logiquement rajouter les charges de la délégation de personnel avec Léo Lagrange et People and Baby, ce qui rajouterait environ 14% dans les dépenses réelles de personnel. Donc je dirais que de 34, on passerait à 48. C'est trop fort. Mais à 48%, on reste bien en dessous de la moyenne des communes comparables de même population. Alors,
ce schéma, cette visio-là vous montre ce qu'on appelle l'effet de ciseau, c'est-à-dire l'évolution entre l'épargne, l'évolution entre les recettes et les dépenses. Et donc la différence, c'est l'épargne. Donc on voit qu'en fait, il n'y a pas tellement d'effet de ciseau chez nous, c'est-à-dire que les dépenses n'augmentent pas beaucoup plus vite que les recettes escomptées. Alors là aussi, pour 2024, 25 et 26, c'est assez hypothétique, tout dépendra de la situation inflationniste française. Mais pour l'instant, on peut dire que grâce à ça, on voit qu'on conserve notre capacité de financement, ce qui est important ensuite pour les investissements. Alors le slide suivant peut-être, c'est... Ah oui, on va passer maintenant aux investissements. Donc là, vous avez un tableau qui reprend la proposition de tous les investissements pour 2023. Je pense que c'est ce qui est le plus intéressant dans ce débat d'orientation, puisque c'est là où on voit ce que désire faire la commune en 2023, voire ensuite sur les programmes qui seront étalés sur plusieurs années, sur 2024, 2025 et 2026. Alors, on voit qu'en 2023, nous prévoyons d'investir 4 873 000 euros, qui sont répartis, comme vous le voyez. Bon, alors, hors opération, ça c'est bon, une petite bricole de 30 000 euros, je ne vais pas insister. Le parking Saint-Charles, il reste encore à payer 935 000 euros. Bon, ben, ça c'est au fur et à mesure de l'arrivée des factures. Après, restaurant scolaire, là, il s'agit de l'ouverture d'un nouveau projet. Donc, on a prévu 370 000 euros qui seront essentiellement des frais d'études et de début de travaux lorsqu'on saura exactement où il faut faire les travaux, puisqu'il y a toujours les différentes hypothèses, soit transformation d'une partie de la maison des Carriers, soit réalisation d'un établissement extérieur. Après, nous avons école, 70 000 euros, donc ce sont les quelques investissements nécessaires pour les réhabilitations scolaires. Ensuite, la ligne équipement matériel, 206 000, c'est ce qui, grosso modo, arrive tous les ans au niveau des investissements en matériel équipement, quand on a besoin de tondeuses, de voitures, etc. Après, vous avez une ligne voirie et réseaux divers, là, plus importante, 510, ça c'est essentiellement des travaux d'enfouissement. Donc, on essaye de faire en sorte qu'au niveau de la commune, on puisse tous les ans enfouir un quartier. Donc si vous voulez plus de précision, c'est Claude qui vous expliquera le projet pour 2023. Périscolaire, pas grand-chose, 7 000. Église, ça c'est le plus gros programme. Donc c'est la première tranche des travaux de l'église pour la réfection de la toiture, donc à hauteur de 1 058 000 euros. Ensuite, aménagement bâtiment 177, ça ce sont les bâtiments autres que scolaires. Maison Brochier, donc 70 000, c'est la réhabilitation d'un appartement qui n'a pas été effectué. Le skatepark, pour mémoire, 10 000 au cas où on aurait encore quelques factures à régler. C'est pour mémoire. Tennis couvert, donc là, 556 000, on a prévu qu'une partie de l'investissement parce que on pense qu'on n'aura pas le temps de tout faire en 2023 et que ça se reportera également sur 2024. Donc il n'y a qu'une partie du programme, j'en parlerai tout à l'heure, au niveau des programmes pluriannuels. Sécurité, 168. Alors il s'agit là de tout ce qui concerne non seulement la vidéoprotection, mais les équipements en matière de sécurité. Si on doit acheter des barrières, si on doit acheter des équipements pour la police municipale, etc. Après, Maison Trévoux, on a prévu 500 000, là c'est un chiffre rond, pour le début des travaux. Là, en revanche, on sait qu'on va démarrer, parce qu'on n'a pas de raison de trop traîner, il n'y a pas de permis construire à demander ou à solliciter, donc on prévoit une première tranche de moins 500 000 euros de travaux. Et enfin, la ferme des Saignes, 20 000 euros. Là aussi, c'est en réserve. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a rien de prévu, mais c'est en réserve. Donc tout ça nous amène à ce total de 4 873 000. Alors maintenant, je passe
l'explication de ce qu'on appelle les APCP, c'est-à-dire les autorisations de programme et CP, crédit de paiement. Voilà. Donc, ce sont les investissements qui sont étalés sur plusieurs années. Plutôt que de faire, c'est un changement de présentation, si vous voulez, plutôt que de faire chaque année un budget prévisionnel avec un programme complet, mais où on ne sait pas exactement combien on dépensera dans l'année, il est sans doute plus judicieux de présenter sur ces programmes des programmes pluriannuels pour lesquels on aura une vision jusqu'à la fin du programme, sachant que les crédits de paiement portent uniquement sur une seule année. Et donc nous avons 3 programmes qui font l'objet des APCP pluriannuels, c'est le restaurant scolaire, le tennis couvert et la maison Trévoux. Donc vous voyez qu'au niveau du restaurant scolaire, on a projeté 370 000 en 23, 1 250 000 en 2024, ça sera la plus grosse partie des travaux, et enfin la fin des travaux, 620 000 en 2025, pour un total de 2 240 000. Alors ce total de 2 240 000, c'est hypothétique, mais c'est considéré comme le maximum des travaux que nous aurions à prévoir. Deuxième ligne, le tennis couvert, donc même chose, 556 000 pour 23, 730 000 pour 24, puisque c'est sans doute là où on aura le plus de factures à régler, et la couverture devrait être terminée, on espère, pour la mi-2024. Donc, un programme de 1 286 000. Et enfin, avant, peut-être. Oui. La maison Trévoux, donc 500 000 en 2023, 1 570 000 en 24 et encore 530 000 en 25 pour un total de 2,6 millions. Voilà pour ces programmes pluriannuels. Alors là, vous avez une présentation de l'évolution de l'encours de la dette et du recours à l'emprunt pour la commune. Donc, en marron, les emprunts qui ont déjà été souscrits. Alors, on voit que le plus gros, en 2022, c'est les 3,5 millions de l'acquisition de la maison Trévoux. Alors, en 2023, on prévoit peut-être un emprunt, enfin, un besoin d'emprunt un peu supérieur à 1 million, mais c'est hypothétique, tout dépendra des résultats du compte administratif que nous établirons en milieu d'année. Et puis en 2024, là aussi, c'est une hypothèse d'un besoin d'environ 2 millions d'euros, mais là aussi, ça dépendra des résultats finaux. Dans les années antérieures, l'historique prouve que souvent, on n'a pas eu besoin d'emprunter et que les résultats finaux ont permis d'éviter de recourir à l'emprunt. Et alors, pour 2024, 25 et 26, là, effectivement, c'est assez hypothétique, puisqu'on ne sait pas aujourd'hui quelles seront véritablement les recettes et les dépenses. Tout dépendra de l'évolution internationale et nationale et par répercussion communale, notamment vis-à-vis de l'inflation et des problèmes énergétiques. J'attire juste votre attention sur une chose. Pour l'instant, on n'a pas prévu une dépense qui, à mon avis, en investissement, risque d'être assez conséquente. C'est la réhabilitation des bâtiments communaux, et ça, on le saura une fois qu'on aura eu le rapport du CIGERLI concernant l'état des bâtiments. Mais je pense que là, on aura certainement quelques millions d'euros à prévoir. On n'a pas prévu, par exemple, la deuxième phase de l'église en 2025-2026 ? Pour l'instant, on s'arrête à la première phase. Si vous voulez d'autres explications, je pense que c'est Didier qui vous expliquera mieux que moi pourquoi les autres phases ne sont pas prioritaires. C'est la phase, en fait, c'est la phase 1. C'était la toiture qui était vraiment importante. Donc, en fonction des dépenses recettes, et si on a la capacité, on fera plus. Mais la mise en sécurité du bâtiment, c'était la phase 1. C'est fini ?
Alors, oui, les ratios. Bon. Je pense que c'est plus ou moins pertinent, ces ratios. Moi, je dirais que, bon, par exemple, les dépenses, le premier, dépenses réelles de fonctionnement par habitant, bon, ok, pour mémoire, on voit qu'on est dans la norme. Les recettes, bon, on est aussi dans la norme, rien de spécial à dire. L'équipement, ça ne me paraît pas très pertinent parce qu'on voit qu'on dépasse énormément, mais c'est ponctuel, quoi. Je veux dire, on retire l'église et on n'est plus du tout dans les mêmes ratios. Donc, tout dépend de ce qu'on met dans l'équipement. L'encours de la dette par habitant, bon, ça c'est intéressant de voir que notre commune est moins endettée par habitant que la moyenne des communes de la même strate comparable. Les dépenses de personnel, ça j'en ai parlé tout à l'heure, donc on voit qu'on est en dessous de la moyenne, mais bon, encore une fois, moi je rajouterai les 14% de DSP, hein, donc par exemple 33 plus 14, ça fait 47 par rapport à 57. Et on a encore de la marge. Et puis, bon, l'encours de la dette par rapport aux recettes, on est à 62% par rapport à 73%, donc on est effectivement assez peu endetté. Bien, voilà pour le budget de la commune. Reste le budget annexe de la halle, où là, vous avez pu voir que d'une année sur l'autre, les chiffres sont assez différents. Bon, il y a des explications, je dirais, comptables à cela, et je préférerais laisser la parole à Sarah qui va nous expliquer ça beaucoup mieux que moi. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, donc pour le budget de la halle marchande, donc vous avez vu tout au long de l'année, on a passé différentes décisions, différentes délibérations, justement pour arriver à un budget qui veuille dire quelque chose. Je ne vais pas passer ligne à ligne, mais ce qu'on retient, donc 2023, on va être sur un fonctionnement normal d'un budget assujetti à TVA. On aura donc les dépenses qui sont les dépenses de maintenance, on a des amortissements, on va avoir la partie gardiennage, le ménage, et en face on va avoir donc les loyers et les provisions. Donc les provisions viennent compenser, entre guillemets, même si c'est un terme que j'aime pas trop, les dépenses justement d'entretien du bâtiment qui sont prises en charge par les commerçants. On voit juste que les dépenses seront supérieures aux recettes puisqu'on aura une étale de vide pour l'instant. Donc pour le moment, on a provisionné avec une étale manquante, mais qui devrait être comblée par les résultats, les excédents d'exercice. Sur la partie d'investissement, donc c'est la même chose. On prévoit donc un budget normal avec un investissement pour 2023 qui serait donc une installation d'une climatisation à la halle pour les commerçants. Et donc on aura qui pourra être financé par le biais des excédents 2022. Voilà sur la halle, il n'y a pas plus à dire. Si vous avez des questions. Des questions, pas forcément sur la halle, mais sur le débat d'orientation budgétaire. Je vous écoute. Laure? Alors moi, j'ai 3 petites questions préalables. La première, il est évoqué un fonds vert au service de la transition écologique des collectivités. Est-ce qu'on est touché par cette chose-là ou pas? Oui, dans tout le développement de... Oui. Alors, au niveau des subventions que verse l'État, on va pouvoir tenter d'obtenir de la DSIL si justement je pense que le fonds vert est dedans. Ça, si on a des projets qui peuvent rentrer dedans, on peut essayer de s'y inscrire. Effectivement, il y a d'autres aides où on peut pas les demander puisqu'on n'a pas les critères fiscaux qui nous permettent de rentrer dedans. Mais normalement, la DSIL, oui. Ok.
Merci pour la strate qui a été rajoutée pour qu'on puisse comparer avec les choses comparables. Alors une remarque, en fait c'est une strate qui est quand même assez large. En fait, moi je pensais plus à une strate assez rapprochée, style commune avoisinante. Par contre, je sais pas si on a ou pas les éléments ou pas ce genre de Non, choses. en fait, c'est des strates qui sont données globales. Définies. Ouais. On rentre dans cette strate, on a ces chiffres. Voilà, on n'a pas le chiffre plus proche des communes plus proches, c'est ça. C'est vrai que ça aurait été plus parlant pour nous, mais pas de souci. Merci beaucoup en tout cas. Et donc, Philippe, donc en fait, dans l'Europe, on ne voit pas la traduction de la rénovation thermique des bâtiments. Tu as dit à l'instant, voilà. Donc ça sera en plus. Voilà, c'était une de mes questions. Alors, mon petit texte, que j'espère pouvoir être inscrit mot pour mot dans le compte rendu. Nous remercions donc le service finance pour les supports et explications transmis lors de la commission finance du 28 novembre. Nous sommes favorables à la gestion par APCP des grands projets communaux évoqués, ceci permettant une plus grande transparence et évitant un gonflement artificiel du budget. Nous regrettons le colossal investissement du parking Saint-Charles, mais constatons que son niveau supérieur répond, comme nous l'avions anticipé, à un besoin et est bien utilisé en semaine par des parents d'écoliers, entre autres. Nous avons été surpris par le visuel du tennis club et trouvons l'investissement planifié très lourd au regard de la proposition. Nous nous félicitons une nouvelle fois de l'acquisition de la maison Pierre Trévoux et espérons que les dépenses de rénovation et d'aménagement envisagées pourront être revues à la baisse tout en offrant un bon niveau de prestation. Nous avons enfin bien noté l'engagement de l'équipe majoritaire de conserver la maison des Carriers dans le patrimoine communal et sa volonté d'étudier le caractère pédagogique scolaire qu'elle pourrait revêtir à court et moyen terme. En ce qui concerne le budget annexe de la Halles marchande, nous notons la volonté de mieux gérer cette entité et d'y installer enfin une climatisation. Merci. D'autres remarques? Très bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres remarques, je vous demande donc de prendre acte, puisque ce n'est pas un vote, de prendre acte de la tenue de ce débat d'orientation budgétaire. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Ludovic, merci pour votre vote. Et nous passons au point 7, qui est la mise en place des tickets restaurants. Et je repasse la parole à Philippe Six. Bien, donc nous allons instaurer pour le personnel de la commune des tickets restaurants. Alors, vous avez là aussi devant vous, je pense, la note précise. Je ne vais pas tout reprendre, je mets juste en avant les points les plus importants. Donc, les bénéficiaires, c'est tous les agents de la collectivité, qu'ils soient titulaires, stagiaires, contractuels ou même les apprentis. L'adhésion est individuelle et facultative, on n'oblige personne. Et elle est valable pour une année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Le forfait comprend 16 titres restaurants par mois. C'est basé sur la moyenne des présences. Les absences seront décomptées, donc 11 versements mensuels au maximum. Pour chaque jour d'absence, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, un titre sera déduit. Les absences qui sont considérées, donc elles sont listées: maladie, autorisation spéciale, absence non justifiée, grève, formation, congé maternité, accident de travail. Et la régularisation aura lieu d'un mois sur l'autre. Alors, au niveau du compte, chacun aura un compte et une carte individuelle de paiement. Au niveau des montants donc, qui ont été proposés, c'est 8 € le montant unitaire du titre, dont moitié pris en charge par la collectivité, moitié pris en charge par l'agent. Ce qui fait un montant indicatif pour le budget annuel de 25 000 €. Donc c'est ce projet que nous vous demandons d'approuver. Est-ce que vous avez des questions? Oui, je sais pas. J'ai déjà posé la question en CCAS. Je ne sais pas si tu as pu avoir, Marie-Hélène, la réponse concernant le télétravail, justement. S'il était pris en... Il a été pris en compte. D'accord. Donc ça veut dire les jours de télétravail, il n'y a pas de... Exact. C'est pour ça qu'il y en a que 16. D'accord.
Le télétravail et les RTT apparemment sont décomptés du nombre de tickets restaurants. D'accord. J'avais aussi une deuxième question que j'avais posée. Quid des personnes qui embauchent en cours d'année? Est-ce comme il y a ça va du 1er janvier au 31 décembre, est-ce que en cours d'année, ces personnes-là ont droit Oui, oui, oui. D'accord. Ça sera au prorata, oui. D'accord. J'en profite aussi peut-être pour poser la question, quid du télétravail? Est-ce que ça a été normalisé? Est-ce que les gens, c'est sur le volontariat? Comment est-ce que ça se passe maintenant? C'est en aparté, mais... On a un jour de télétravail en mairie pour tout le personnel, sauf les services techniques et l'accueil, je crois. Oui, l'accueil. Et l'APM, quand elle va être de retour au 1er janvier, les ATSEM et la cantine. Ludovic? Oui, alors j'avais une question générale et puis une plus précise sur les décisions qui ont été prises. La question plus générale, c'est sur les montants. Le montant de 8 euros, est-ce que c'est une limite légale? Et même question sur le niveau de prise en charge par la collectivité de 50%. Est-ce que la collectivité, en fait, autrement dit, il aurait pu décider d'aller sur un montant supérieur à 8 euros et sur une prise en charge supérieure à 50%? Alors c'est un choix, oui, j'en ai discuté avec Vincent. Et on a pris les moyennes les plus usitées. Une collectivité peut aller jusqu'à 60%. Et un montant de combien? Alors ça, le montant, je ne sais plus au maximum. Merci. Et alors, plutôt deux suggestions. Oui, une question plus générale sur la décision. On attribue donc ces tickets restaurants après 6 mois de présence. Pourquoi pas une présence plus courte? Là, je suppose que c'est réglementaire, mais j'avoue que je n'ai pas vérifié. Parce qu'en fait, quand on travaille en entreprise, c'est une attribution qui est immédiate, hein, dès le démarrage du contrat de travail. Nous vérifierons. Ouais, et un petit ajustement peut-être qui serait, alors je ne sais pas si c'est le cas fréquemment, mais pour une personne qui serait présente 6 mois, en fait, elle est exclue. Il faudrait peut-être rajouter que ce soit supérieur ou égal à 6 mois. Parce que ça peut être une date pivot, enfin une durée pivot 6 mois, et ce serait dommage que, juste parce que on n'a pas prévu qu'une période de présence de 6 mois égale à 6 mois serait exclusive. Et puis après, je trouve assez dommage quand même qu'on n'attribue pas de tickets restaurant à des gens qui télétravaillent, puisqu'ils travaillent et ils doivent se nourrir. Ah bah non, là c'est pas compréhensible. Le télétravail, c'est chez soi en principe. Oui, mais c'est du travail. Non, je pense pas que les choses ont changé avec le... Merci pour ces remarques. D'autres remarques? Non? Très bien. Je vous propose de le mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. Et je laisse toujours la parole à Philippe Six pour le point 8 qui concerne les créations de postes. Bien. Donc là, il s'agit de création de postes pour permettre à des agents qui sont dans une catégorie de passer dans la catégorie supérieure. Et s'il n'y a pas un poste créé, on ne peut pas leur en faire profiter. Donc c'est à mesure préventive vis-à-vis d'agents qui pourront passer d'une catégorie à une autre. Donc il y a un poste concernant la filière culture au niveau conservation du patrimoine et des bibliothèques. Donc pour le service bibliothèque, un poste à temps plein. 2 postes dans la filière technique au niveau des restaurants scolaires. Et un poste dans la filière sanitaire et sociale au niveau de l'école maternelle pour une ATSEM.
Et donc les postes, donc si quelqu'un en fait change de grade, son poste sera du coup après refermé. Non, parce que si un poste est ouvert et qu'on fait passer une personne d'une catégorie à une autre, l'ancien poste reste ouvert. Et après on fait un. Et après on Alors fait après, un, on peut, un- si ouais. nécessaire, on peut faire une fermeture, C'est ça. mais on peut peut-être aussi le garder dans l'éventualité d'avoir besoin à nouveau de quelqu'un D'accord. dans cette catégorie-là. Mais non, donc sur le principe, c'est vraiment des créations de postes en fait pour permettre à quelqu'un de d'évoluer dans ces 3 Oui. catégories, hein, et Oui. non pas 3 postes nouvellement créés. Non. D'accord. Mm. Merci. D'autres questions ou remarques sur ce point? Très bien. Oui. Ludovic? À ce moment-là, si les effectifs sont constants, pourquoi ne pas avoir simultanément supprimé les postes actuels? Parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans la fonction publique, en fait. Donc, on crée des postes sans Alors, on supprimer. crée des postes, on laisse les autres ouverts, et à un moment, on D'accord. refait un point, et quand on n'a plus besoin des postes, on les supprime. D'accord. Mais voilà, on est obligé d'en passer sous cette forme, et donc c'est porté au vote en conseil municipal. Ouais. En tout cas, ce qu'on retient ici, c'est qu'on reste à effectif constant. Oui. Ouais, merci. Alors, on a des recrutements qui vont arriver en 2023, mais pour l'instant, c'est en cours. Donc, on le porte au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. Nous sommes maintenant au point 9 qui concerne l'avis sur le projet d'amplification de la zone à faible émission mobilité, donc la ZFEM de la métropole, la deuxième étape qui rentre en phase de concertation. Donc vous savez que la ZFE est une disposition nationale et qui doit être mise en place par la métropole de Lyon et 11 métropoles sur la France. On avait déjà rendu un avis sur l'amplification de la ZFE au conseil municipal de janvier en donnant un avis défavorable à cette amplification. Et c'est vrai que si nous sommes d'accord pour dire qu'il faut améliorer la qualité de l'air et la santé des habitants de la métropole, nous ne comprenons pas pourquoi la métropole de Lyon veut accélérer le calendrier national. Au 1er janvier 2022, au 1er septembre 2022, alors que ça aurait dû être en place le 1er janvier 2023, elle a déjà mis en place l'interdiction de rouler pour les véhicules ayant une vignette critère 5. Et de 2023 à 2026, on va avoir une interdiction progressive pour interdire les vignettes critères 4, puis 3, puis 2. Et c'est là où on n'est pas d'accord avec la métropole, c'est que la décision du ministère de la Transition écologique ne porte pas sur la suppression de cette circulation des véhicules critère 2. Il faut le savoir, sur notre CTM, au 1er janvier 2022, ça représente 22 849 véhicules, soit à peu près 50% du parc. Et ces personnes vont être obligées de changer leur voiture, de trouver d'autres trajets de déplacement, ou comment. Il faut trouver d'autres alternatives de déplacement. Notre secteur est mal desservi en transport en commun. Les aides qui sont apportées, qu'elles le soient par la métropole ou l'État, peuvent être jugées insuffisantes par rapport à certaines familles. Et le report de la circulation sur nos communes, qui ne sont pas dans la ZFE, nous inquiète beaucoup, parce qu'on se demande quels flots de circulation vont arriver sur nos communes où on a déjà quelques soucis, sans parler de travaux et autres. Donc nous, on a jugé aussi que la communication, alors quand je dis nous, ce sont les communes de la CTM, puisque c'est un avis global qui a été rédigé avec l'ensemble des maires. Et on a trouvé que la communication était insuffisante, même si on a organisé une réunion publique qui s'est tenue à Écully avec les 8 communes de la CTM au mois de novembre. Donc pour toutes ces raisons, nous souhaitons porter de nouveau un avis négatif à cette amplification de la zone ZFE. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Laure?
J'ai proposé, moi, qu'on ajoute quelque chose. Je ne sais pas si tu peux le voir et si tu peux en parler. Ça me paraît assez important. Je peux le dire s'il faut, hein. Vas-y, vas-y. Alors oui, est-ce qu'on peut ajouter donc dans la délibération demande à la métropole, en lien avec le Citral, de développer d'abord l'offre de transport en commun avant de procéder à l'application des mesures énoncées. Il faut que les grands Lyonnais puissent constater qu'ils peuvent se déplacer, qu'ils peuvent se passer de leur véhicule thermique avant de limiter leur utilisation. Alors, êtes-vous d'accord pour qu'on mette ce point-là en plus? Parce que c'est bien beau de dire qu'on arrête tout, mais si on n'a pas en face l'offre qui marche... C'est vrai que sur les solutions alternatives de mobilité, on avait effectivement dit qu'il fallait trouver d'autres alternatives à la voiture, et en matière de transport en commun, on était assez mal desservis sur notre secteur, mais oui, on peut renforcer ce paragraphe. Ok. D'autres remarques ou questions, Ludovic? Oui, moi je voulais simplement souligner la contradiction quand même entre le fait notamment tout à l'heure sur les choix en fait de projets de soutenir des modes actifs, du coup d'essayer de trouver des solutions à ces questions de pollution, hein, qui sont quand même majeures sur la métropole, hein. On sait que les transports, ça représente une part très importante de la pollution, particulièrement dans les grandes villes. Et du coup, de s'opposer aux premières mesures qui sont mises en place, même si effectivement elles vont nécessiter des efforts de chacun. Je pense qu'en majorité, les habitants de Saint-Dié ne sont pas les plus mal lotis pour ce genre d'évolution. Et c'est quand même un signal très négatif à donner à tous les habitants et de la commune et de la métropole, que de faire donner ce genre d'avis qui, soit dit en passant, ne changeront pas grand-chose, hein. Mais ça renforce en fait la perception à l'extérieur de la commune de Saint-Didier comme une ville ne faisant pas les efforts qui sont attendus par toute la population de la métropole. Très bien. C'est pas que le projet de Saint-Didier au Mont-d'Or, ça, hein, c'est le projet de la CTM Ouest-Nord qui regroupe les 8 communes. Et donc, nous, ce qu'on regrette, c'est que la métropole veuille imposer leurs idées sans tenir compte des réflexions qui sont faites sur ce sujet-là. Voilà, c'est tout. Donc, nous, on émet un avis défavorable sur ce projet, et on demande au conseil municipal de savoir s'il nous suit ou pas sur ce projet. Donc, je le mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre vote. Nous arrivons maintenant au point 10 qui concerne le renouvellement de la commission de délégation de services publics. Et puis ensuite, on aura le renouvellement de la commission d'appel d'offres. C'est une demande de Saint-Didier Autrement suite au départ de Gilles Dumont et à l'arrivée de Gaël Estublier. Laure nous a demandé si on pouvait remplacer Gilles Dumont par Gaël Estublier. Donc, on n'y voit aucun inconvénient, bien évidemment. Donc, dans la commission de délégation de services publics, Monsieur Dumont était suppléant, donc on le remplace par Gaël Estublier. Et dans la commission d'appel d'offres, Monsieur Dumont était titulaire. Et donc, on met Gaël Estublier à sa place. Je vous propose, si vous êtes d'accord, de faire le vote à main levée pour éviter les papiers et les urnes. Et donc, on met au vote le renouvellement de la délégation de services publics dans un premier temps. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. Et nous faisons la même chose pour le renouvellement de la commission d'appel d'offres. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. Et maintenant, Monsieur Estublier, vous faites partie de manière officielle dans ces deux commissions. Très bien, et nous passons au point 12 qui est le vœu pour la mise en place d'un bouclier tarifaire sur l'énergie pour les collectivités locales. Et je passe la parole à Claude Basset.
Oui, donc, alors, peut-être un petit rappel. Actuellement, vous savez que la tarification de l'électricité et du gaz se fait sur la base de tarifs réglementés. Enfin, se faisait jusqu'à maintenant sur la base de tarifs réglementés qui, normalement, sont voués à disparaître. Donc, pour les entreprises, c'est déjà fait depuis belle lurette. Pour le tertiaire, c'est fait depuis peu. Et pour les collectivités locales, depuis le janvier 2021, elles n'ont plus accès aux tarifs réglementés de vente de l'électricité et du gaz. Elles sont donc obligées de passer. Alors, pour la commune de Saint-Didier, on a demandé au CIGERLI de participer à un groupement d'achat. Donc, le CIGERLI a fait ce travail donc, pour l'année 2021 et 2022, 2 ans, ce qui a permis effectivement de maintenir la hausse des coûts de l'électricité et du gaz. Par contre, on s'est interrogé à la dernière réunion du CIGERLI. Le CIGERLI a voté à l'unanimité un vœu, donc un souhait, pour que les collectivités locales donc puissent revenir et accéder à nouveau aux tarifs réglementés de vente de l'électricité et du gaz en raison de la hausse des marchés. Donc, il est demandé à toutes les communes adhérentes au CIGERLI d'émettre ce vœu. Ce n'est qu'un vœu. On verra si c'est retenu par les pouvoirs publics. Si c'était le cas, la commune se désengagerait bien sûr du groupement d'achat du CIGERLI et reviendrait à une tarification qu'elle négocierait avec les fournisseurs historiques qui sont EDF pour l'électricité et Engie pour le gaz. Voilà. Vous avez des questions, Gaël? Alors, donc, moi effectivement je trouve l'approche, et en plus on a la chance d'avoir dans ce conseil municipal un expert, donc je trouve l'approche extrêmement intéressante. Je voulais juste ouvrir un petit peu le débat sur les années qui vont suivre. C'est-à-dire que si on regarde quand même les évolutions et les tendances de consommation et de prix de l'électricité dans les 7 à 8 prochaines années, qui vont quand même, on va avoir un impact et on va se retrouver face quand même, au-delà des boucliers tarifaires qui pourraient être éventuellement mis en place, face à des augmentations de près de 100% du coût actuel de l'énergie. En tout cas, c'est pas moi qui le dis, c'est toutes les études. En tout cas, c'est entre 50 et 100%. Alors, au niveau des particuliers, vous pouvez voir ce que ça peut donner. Vous faites votre facture, vous la multipliez par 10 et vous voyez ce que ça donne. Au niveau des collectivités, ça va entraîner un impact non négligeable sur la manière dont on vit aujourd'hui. D'accord ? Nos enfants, en fait, connaîtront sans doute pas la même abondance d'énergie qui aujourd'hui régule absolument tout ce qu'on fait de A à Z, dans ce qu'on porte, jusqu'à ce que dans nos activités en général. Moi, j'aimerais juste qu'on, peut-être, au-delà de cette réflexion-là, et ce paragraphe-là peut-être ouvre une partie un peu plus prospective, qu'on puisse essayer de projeter l'économie d'une commune comme la nôtre, de taille intermédiaire, de 7000 habitants, sur qu'est-ce qui se passe demain si on a un coût de l'énergie à 100% plus cher qu'aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Parce que, en fait, dans tous les cas, on va le subir indirectement. Donc voilà, j'ouvre un peu le débat sur ça et j'aimerais bien qu'on me... Et Claude, je pense que tu pourrais me guider là-dedans. Mais je pense qu'il va se passer quelque chose d'assez cataclysmique. Alors hier, on a eu la chance de voir que des chercheurs aux US avaient réussi à trouver de la fusion dans les 3 ou 4 prochaines décennies. Peut-être qu'on aura un réacteur nucléaire à fusion, mais peut-être qu'on sera bien surtout plus là pour le voir. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on va avoir une passe avec une augmentation extrêmement brutale, mais extrêmement brutale, des coûts de l'énergie. Et voilà. Donc, dans une gestion, non pas de mon père de famille, mais de visionnaire, qu'est-ce qu'on peut faire sur cette anticipation-là? Je ne sais pas si c'est la terminologie, mais je propose un débat et un suivi de ce qui va nous arriver dans les prochaines années. Alors, déjà, il faut savoir quand on gagne 2-0, on peut le faire après. Il faut savoir que la commune n'est pas restée sans rien faire déjà. En ce qui concerne l'éclairage public, je rappelle que depuis 2016, il y a une extinction partielle de l'éclairage. Bon, on a augmenté la plage d'1 heure en 2020. On a encore des marges de manœuvre puisqu'il y a des communes qui éteignent leur éclairage public à 22 heures. Sachez qu'actuellement,
pour nous, c'est 0h30, 5h30, mais rien n'empêche demain de passer de 22h à 6h du matin, par exemple, ce qui augmentera encore les économies et par là les coûts. En ce qui concerne les bâtiments communaux, la commune entame une réflexion avec le CIGERLI. D'abord, le CIGERLI va faire des diagnostics sur tous nos bâtiments communaux. Et je rappelle que les bâtiments communaux, si on veut dépenser moins, il faut les isoler. C'est la première chose à faire dans un bâtiment, plutôt que de changer de source d'énergie qui n'apporteront pas grand-chose en termes d'économie. Donc voilà, alors le CIGERLI est mandaté pour ça. Voilà. Après, maintenant, le coût de l'énergie, dans 10 ans, ce qu'il sera, je ne sais pas. On verra. Alors c'est vrai que la fusion nucléaire, c'est ce qui a été annoncé. Non, mais j'annonçais ça sur la fusion nucléaire, c'était plutôt un petit clin d'œil sur l'humanité passera par la création et par le génie. Mais en fait, je pensais plutôt à d'autres choses, parce que je travaille dans l'énergie aujourd'hui sur une partie de mon activité. J'ai rencontré sur différents salons énergétiques en Europe, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, des entreprises, par exemple portugaises, qui travaillent beaucoup avec les collectivités, qui posent des panneaux solaires gratuitement sur des bâtiments publics et qui partagent en fait le revenu de l'énergie produit pour atténuer les amplitudes de coûts d'énergie. J'ai rencontré des gens qui ont trouvé des solutions parce que le plus difficile de stockage, le plus difficile dans l'énergie, c'est stocker l'énergie et réduire et travailler avec de l'énergie disponible à un moment T et à d'autres moments où l'énergie n'est plus disponible. Donc il y a certaines technologies aujourd'hui qui sont en train d'arriver. Et pourquoi pas penser en fait dans une manière plus prospective à transformer cette commune-là, ou en tout cas à la mettre dans cette dynamique-là, parce qu'il y a énormément d'innovations technologiques qui sont en train de se passer. Et je ne parle pas de coûts. En fait, aujourd'hui, on subit beaucoup de choses. Quand on regarde notre budget, en fait, si on fait un commentaire général, on a des choses prospectives, le tennis, etc. Mais en fait, les vrais défis, ils vont être vraiment sur ça. Et donc, moi, je me pose vraiment des questions en disant, mais est-ce qu'on ne peut pas installer cette commune dans quelque chose de plus prospectif, en disant qu'est-ce que la technologie aujourd'hui peut nous faire bénéficier de ça et être dans une vision beaucoup plus proactive que subie. Voilà, c'était un peu ça. Et effectivement, je ne renie pas, Claude, tout ce qui a été fait avant, et on en a déjà discuté, ce qui est très intéressant. Mais bon, voilà, les bâtiments publics, c'est une chose, mais en fin de compte, on va avoir une problématique de production d'énergie et d'énergie disponible à un certain coût. Voilà. Le débat est arrêté à 19h45, je me rappelle. Oui, ok. Sachez que les panneaux solaires, on y pense. Hein, c'est pas. On a 4 bâtiments communaux. On a confié au CIGERLI l'étude de poser des panneaux solaires. Bon, on verra ce que ça donne. Hein, mais les panneaux solaires, effectivement, peuvent être source de production d'énergie. Ok. C'est bon. Là, ça doit marcher. Pour bondir à la remarque de Gaël, je pense que ce qui serait important, mais on n'arrive pas pour l'instant à obtenir, c'est déjà avoir un ratio de consommation par habitant sur la commune. Parce que on a des ratios qui ne nous parlent pas forcément, mais si demain, je pense que d'ici 2 ans ou 3 ans, l'État va nous imposer de sortir des ratios de consommation électrique et gaz par habitant pour chaque commune, pour mesurer la performance de chaque commune. Après, la question, c'est est-ce qu'on fait de la compensation avec de la production ou pas? Ça, c'est une stratégie. Et je pense qu'il faudra bien aller au-delà de la consommation et de la production, mais même sur un bilan carbone complet. Puisqu'on en a parlé en commission développement durable, les panneaux photovoltaïques n'ont pas que des qualités non plus en termes de production, tout comme la ZFE, quand on dit qu'entre guillemets, il faut changer les véhicules, la reproduction de 15 ou 20 000 véhicules, je ne suis pas sûr que d'un point de vue bilan carbone, ce soit très positif. Donc faut-il conduire avec des voitures anciennes qui polluent un petit peu plus que des voitures modernes, ou absolument acheter une voiture moderne avec un bilan carbone qui n'est pas forcément bon? La question reste entièrement ouverte. Donc on peut faire la prospective, malgré tout on n'a aucun recul aujourd'hui sur le sujet. Soyons moteurs, mettons du photovoltaïque là on peut mettre, on l'a fait sur le parking dans la mesure du possible et ça répond qu'à 60%, 70%. On aurait pu faire plus. Après on a aussi beaucoup d'espaces naturels, mais mettre du photovoltaïque sur des espaces naturels, ça pose d'autres problèmes. Et le schéma d'urbanisme, je crois que d'ailleurs qu'il y a un sujet sur la commission d'urbanisme qui est en train de se lancer, puisqu'on a des demandes de pose de panneaux photovoltaïques sur un grand nombre de propriétés. Et ça aussi va dénaturer un certain nombre de sujets. C'est comme si demain on mettait des éoliennes un petit peu partout dans Saint-Didier, des micro-éoliennes. Donc il faut rester relativement prudent. Par contre, je pense qu'il est intéressant qu'on arrive à obtenir un bilan
de la consommation communale, pas privée, mais communale. Mais demain, on arrivera aussi sur les consommations personnelles pour voir où on en est aujourd'hui par rapport aux autres communes et par rapport à notre environnement sur la métropole. Très bien, moi je pense que c'est important, hein, ce sujet de sobriété énergétique et de coûts d'énergie qui risquent de nous exploser au visage. Moi je suis d'accord pour que Claude organise une commission avec ceux qui sont un peu pointus sur le domaine et qui ont envie de s'y intéresser et de regarder effectivement ce qu'on peut faire sur la commune, que ce soit pour nos bâtiments, alors nos écoles, nos crèches, la mairie, le gymnase, enfin toutes nos salles. Et qu'on voit s'il y a des choses à faire surtout les sujets. Moi, je suis d'accord avec ça. Il n'y a pas de problème. Je laisse Claude se mettre en place sur une commission sur le sujet. On verra si on a du... Très bien, donc je vous propose de mettre ce vœu du Sigerli au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. Et nous passons au point 13 qui concerne l'intégration de la commune de la Tour de Salvagny dans notre réseau Rebond. Je passe la parole à Catherine Laforêt. Oui, donc en fait, cette délibération porte sur un avenant de la convention cadre du réseau Rebond. Pour mémoire, le réseau Rebond donc, regroupe 8 communes, donc 7 de la CTM plus Collonges-Mont-d'Or. Et donc c'est la Tour de Salvagny qui, donc le réseau existe depuis 2019 et la Tour de Salvagny depuis 2020 souhaitait intégrer le réseau. Sauf que sa bibliothèque était sous une forme de structure associative, ne fonctionnant qu'avec des bénévoles, donc ça ne correspondait pas au niveau des autres bibliothèques. Donc le COPIL du réseau Rebond demandait à la Tour de Salvagny de se mettre un peu en cohérence avec les autres bibliothèques du réseau. Donc c'est ce qu'ils ont travaillé pendant 2 ans, en passant donc de structure associative à une bibliothèque municipale. Ils ont embauché cet été une bibliothécaire, ils ont renouvelé tous leurs bénévoles, ils se sont aussi rapprochés du même prestataire donc, pour la documentation, ils ont augmenté le fonds, voilà. Et donc c'est plein d'éléments qui leur avaient été demandés pour pouvoir intégrer le réseau. Et donc Gilles Pilon, le maire de la Tour de Salvagny, a fait donc une demande officielle au COPIL du réseau. Et cette candidature a été donc validée le 9 novembre dernier. Donc il nous est demandé donc d'acter dans chaque commune l'entrée donc de la Tour de Salvagny dans le réseau Rebond et d'autoriser Madame le maire à signer l'avenant de cette convention. Des questions, des remarques? Très donc, bien. ce qui fera que du coup, le réseau Rebond sera composé de l'intégralité des communes de la CTM, ce qui n'était pas le cas pour l'instant, puisque la Tour de Salvagny n'en faisait pas partie, plus Collonges-Mont-d'Or. Voilà. Et donc, c'est aussi un bien pour nous sur Saint-Didier, parce qu'en fait, ça augmente le fonds. Donc, voilà. Je ne vais pas revenir sur tous les avantages du réseau que vous devez connaître. Voilà. Merci, vous avez Catherine. des questions? Non? On le porte au vote alors. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. Et Catherine, tu gardes la parole pour le point 14 qui concerne l'attribution d'une subvention exceptionnelle au foyer. Voilà. Notre-Dame des Sans-Abri de 1 000 €. Donc c'est vrai que cette subvention, le foyer de Notre-Dame des Sans-Abri la percevait d'habitude. Et puis cette année, j'étais passée un petit peu... alors, je ne sais pas ce qui s'est passé au travers. Normalement, on relance tout le monde. Et Marielle a été en contact avec eux. Donc du coup, Pardon? Oui, pour planter un arbre. Et ce qu'on appelait l'arbre du maire. C'était l'arbre du maire. C'est l'arbre du maire. Ça, oui. Donc du coup, voilà, je vous propose une subvention de 1 000 € pour le foyer Notre-Dame des Sans-Abri. Voilà,
que ça passe avant la fin de l'année, puisque va bientôt arriver l'ensemble des subventions qui sont votées donc en mars. Donc ça me paraissait bien qu'ils ne sautent pas leur tour. Voilà, ça veut dire qu'on plantera de nouveau un arbre dans Saint-Didier pour le foyer. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur ce point? Donc je vous propose de le mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. Et je vais passer la parole à Marielle Lassalle pour le dernier point à l'ordre du jour de ce conseil municipal concernant la convention unique du service d'accueil et d'information des demandeurs de logement social, le SAID. C'est bon. Donc, il est demandé d'approuver une convention unique de service d'accueil et d'information des demandeurs, SIAD, et l'outillage d'un logiciel de gestion de la demande et des attributions de demande de logement social, l'outil PLEAS. Donc, en mémoire pour l'outillage de gestion de la demande et des attributions, et des attributions de demande de logement, afin d'améliorer l'efficacité du traitement des demandes de logements sociaux au niveau intercommunal, la loi ALUR prévoit la mise en place d'un dispositif de gestion partagée. Et ce dispositif permet le partage des données entre les acteurs du logement social pour avoir une connaissance objective et transparente de la situation des différents demandeurs et de l'évolution du traitement de leur dossier. Depuis 2012, l'association de gestion du fichier commun du Rhône gérait l'outil informatique fichier commun du Rhône, PEL-AFCR. Et au fil du temps, avec le déploiement du système national d'enregistrement géré par l'État, le CNE, ce portail, toutes les personnes se sont de plus en plus désengagées de ce fichier commun du Rhône. Et la métropole, en juin 2022, il y a eu une dissolution de l'association du fichier commun du Rhône qui a été faite. Donc, suite à cette dissolution, la métropole a acquis l'outil PLEAS, je ne sais pas si c'est PLEAS ou PLEAS, c'est pas grave, voilà, qui est un logiciel interfacé avec le système national d'enregistrement pour la gestion partagée des demandes. Alors, cet outil permet d'enregistrer des demandes, d'effectuer un rapprochement avec l'offre et surtout la nouveauté de labelliser le public prioritaire suivant des critères d'État des critères spécifiques définis par l'État et d'assurer le suivi de demandes et d'attributions. Donc ça, c'est la nouveauté sur cet outil. Et le deuxième point, c'était au sujet du service d'accueil et d'information des demandeurs. À ce jour, Saint-Didier assure l'accueil de type 1, qui est d'accueillir et d'orienter, et via le CCAS, l'accueil de type 3, qui est un accueil spécifique pour un public avec des profils particuliers. Donc, on vous demande d'approuver la convention unique 2023-2024 qui n'apporte aucune modification au mode de fonctionnement actuel du service d'accueil et d'information des demandeurs, mais qui nous permet de poursuivre les activités de gestion à travers cet outil de gestion PLEAS. Et à titre d'information, la participation financière demandée à Saint-Didier avec cet outil est de 800 € au lieu des 1500 € qui existaient auparavant. Oui, une question. Pourquoi est-ce qu'on ne se prononce pas sur une durée plus longue? Pourquoi est-ce qu'on se prononce sur une durée seulement d'une année? Parce qu'on m'a demandé de se prononcer que sur cette durée. D'accord. Bon. On recommencera l'année prochaine. Oui, c'est ça en fait. Voilà. Avez-vous d'autres questions, d'autres remarques sur ce point? Je vous propose de le mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. L'ordre du jour est épuisé. Est-ce que vous avez des questions autres? Isabelle? J'avais juste une petite question administrative, on va dire. J'aurais aimé savoir s'il existe une réglementation quant aux absences consécutives de conseillers municipaux. On ne rit pas, ça. C'est une bonne question. Il faut que je regarde le règlement intérieur du conseil municipal. Parce que souvent, dans des conseils d'administration ou autres, il y a 3 absences consécutives. La personne... Je vais me pencher sur le problème. Merci, Marie-Hélène. Je vous ai envoyé... Oui, pardon. Ludovic?
Une petite question pratique. Est-ce qu'il serait possible d'avoir des dates de conseil plus nombreuses que d'un conseil à l'autre, hein? Si c'est possible, d'avoir un planning sur 6 mois, par exemple, ce serait idéal. Merci. Oui, tu as raison, il faut qu'on le mette en place au retour de Vincent. Je vous ai envoyé début de la semaine le rapport du Sénat concernant la métropole de Lyon et les actions qui avaient été menées par les communes. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de le lire. Globalement, vous avez vu qu'on ne reviendra pas sur la loi. Elle restera comme ça, mais que le Sénat demande à la métropole de Lyon, à l'exécutif de la métropole de Lyon, de favoriser plus d'échanges et de décisions via la conférence territoriale des maires, donc notre CTM. Donc pour l'instant, je n'ai pas d'autres informations de la part de la métropole. On va voir comment ils ont accueilli ce rapport du Sénat. Voilà, moi je n'avais pas d'autres choses à ajouter. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Non? Bah, très bien. Il est 19h33 et je donc clos ce conseil municipal et soyons tous le 25 janvier à 20h. Oui, est-ce que vous avez aimé l'horaire de 18h? Compliqué pour ceux qui travaillent? D'accord, ok, très bien. Allez, tous derrière l'équipe de France. Bonne soirée à tout le monde. Ah, 19h? Très bien. On va faire un petit doodle. Bonne soirée à tout le monde.